Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. 30 minutes sur la scolarité de vos enfants, une thématique forte à chaque fois, des initiatives qu'elles soient locales ou nationales. Et très souvent, bien sûr, le coup de projecteur sur certaines villes avec Alix. Salut Alix. Salut Patrice. Allez, sans plus tarder, le sommaire de cette nouvelle émission et gros plan aujourd'hui. Et bien sûr, la ville d'Argenteuil qui se trouve dans le Val d'Oise, dans le 95, la 4e ville d'Île-de-France, jeune, dynamique et surtout très active sur le plan d'éducation. Quelle stratégie mise en place à court et moyen terme et quels moyens alloués, on le verra dans un instant. Argenteuil, c'est 115 000 habitants, 42 000 effectivement élèves, plus grande cité éducative de France. Le dispositif proposé par l'État ne touche pas seulement les 8 quartiers prioritaires, mais tous les élèves de la ville. Avec quels résultats? On a un petit peu de recul. On se posera la question dans un instant. Argenteuil, également face au décrochage scolaire. Dans sa loupe, Alix Nguyen nous parlera des actions mises en place par la ville pour justement enrayer ce phénomène. C'est parti. L'expression orale aujourd'hui, c'est avec France-Lise Vallier. Bonjour France-Lise. Bonjour. Très heureux de vous accueillir sur ce plateau pendant cette demi-heure d'émission. Vous êtes l'adjointe au maire d'Argenteuil et vous êtes déléguée aux affaires scolaires et à la jeunesse. Ça tombe bien, vous êtes également professeur? Professeur, oui. Pourquoi vous êtes devenu professeur? Pourquoi je suis devenue professeur? Alors moi, j'ai un parcours en fait scolaire un peu chaotique. Et comme je dis tout le temps, moi, je faisais partie de ceux sur qui on ne misait pas en fait. On n'avait pas spécialement l'école, en tous les cas, l'école de la République n'avait pas misé sur moi parce que j'ai fait une 3e que j'ai redoublée et au final, j'ai réussi à faire pire que la première 3e. Et je me suis retrouvée dans un établissement professionnel où j'ai fait un BEP. Et on vous a dit que les études, c'était pas pour vous, parce qu'on a fait une émission avec Alix récemment, on vous a fait comprendre que encore aujourd'hui, alors vous, c'était il y a quelques années, mais encore aujourd'hui, on dit aux jeunes, écoute, les études, oublie, c'est pas fait pour toi. Exactement. En fait, on arrive à mettre une image sur le jeune en disant, bon, ben voilà, à tel âge, si tu n'as pas telle qualité, eh ben c'est pas fait pour toi. Et ben moi en fait je l'ai subi, mais au final comme j'avais que des parents hyper bienveillants et qui m'ont construit, qui m'ont vraiment donné cette force et qui m'ont construit cette force de caractère. Mon père m'a dit écoute, désormais elle a dit ça, mais bon, qu'est-ce que tu vas en faire? Et moi j'ai décidé de transformer le tir et j'ai eu l'opportunité de rencontrer 2-3 ans après une directrice en fait d'un établissement scolaire privé à Paris et qui m'a dit voilà, écoute, parce que je voulais à tout prix rentrer en première pour avoir le bac et elle m'a dit écoute France-Lise, elle m'a pas dit je vais te faire confiance, elle m'a juste dit j'ai confiance en toi. Et là en fait ça a permis de développer toutes les qualités mentales et les qualités d'apprentissage. C'est votre audace qui a payé parce que c'est vous qui êtes parti taper aux portes effectivement pour avoir trouvé cet établissement. Et vous, c'est quelque chose que vous essayez de transmettre à vos élèves? Constamment, en fait, parce que comme je suis donc professeur sur les filières technologiques, sur les STMG, ce sont souvent des enfants qui nous arrivent en fin de seconde sur une orientation par défaut. Donc, on choisit... Alors, paradoxalement, il y a des élèves qui choisissent d'aller en STMG, de très bons élèves de seconde qui choisissent d'y aller. Et le conseil de classe les décourage d'y aller en disant non, tu devrais faire plutôt une générale, va plutôt là-bas, tu vas faire des grandes études. Parce que c'est considéré encore comme une voie de garage. Oui, encore. Alors qu'on en a tellement qui réussissent bien, comme je dis. Moi, donc finalement, j'ai fait un bac, à l'époque, un bac G. C'est la STMG d'aujourd'hui. Et puis il y a aussi des élèves qui ont besoin d'un peu moins de théorie, de plus de concret. Exactement. C'est pas, non? Ah bah oui. Et puis en plus d'éco, plus de gestion. C'est important dans la vie, non? Surtout qu'après, les études supérieures, en fait, elles vont dans cette direction-là. Bien sûr. Et il y a des chiffres qui sortent, mais on les entend jamais, ces chiffres-là, qui indiquent que un bon élève de STMG qui rentre en classe préparatoire, parce qu'il y a des classes préparatoires pour les STMG, qui préparent le même concours sur les grandes écoles, le top 10 ou le top 20, et bien souvent on retrouve les élèves de STMG réussissent bien mieux que les autres. Parce que c'est une formation, et puis il ne faut pas oublier, c'est une filière où il y a beaucoup de bienveillance. Et bienveillance, ça rime avec réussite éducative, ça rime avec parce que le professeur t'aime, il t'accompagne correctement, et bien ça donne confiance en soi et c'est symbole de réussite. Et vous en êtes, France-Lise, la preuve vivante. Oui. J'ai dit 4e ville d'Île-de-France, Argenteuil. Oui. Peut-être la 5e, je ne sais pas. Non, impossible. On veut fâcher personne. 4e. Paris, bien sûr. Voilà, exactement. Boulogne-Billancourt, Saint-Denis. On m'a dit Montreuil qui s'est peut-être glissé dans les micro-pas. On va vérifier les chiffres, effectivement. On ne veut fâcher personne, ni Montreuil, ni Argenteuil. On est tous copains. 115 000 habitants. Oui. Combien d'élèves? Écoutez, on a 42 000. 42, il me semble. 42 000 élèves pour ce qui est considéré, et c'est pas moi qui le dis, effectivement, c'est votre maire, comme la plus grande cité éducative de France. Ouais.
Au vu de l'équation, parce qu'effectivement, c'est une population très jeune, très dynamique, plus de 40% de la population à moins de 30 ans. Moins de 30 ans. Oui. Donc il faut canaliser cette énergie. Sans on commence arrêt. par où? Sans arrêt. On commence par où? On commence par quoi? En fait, à Argenteuil, on ne commence pas. On fait tout en même temps, en fait. On fait tout parce que la politique éducative, aujourd'hui, chez nous, elle commence dès la crèche, en fait. Dès la crèche, nous, on est en capacité on a beaucoup de transversalité. On apporte, en fait, dès la crèche, on apporte de la culture. Par exemple, on a une belle salle de spectacle qui s'appelle le Figuier Blanc et on accueille les enfants à partir de 0. Ah, j'allais vous poser à partir de quel âge? 3 mois, allez. 3 mois. Quelques mois, on a déjà... 3 mois, c'est rien. Hein, oui, c'est rien du tout. Mais on travaille déjà tout cet aspect culturel. Il ne faut pas oublier quand même que le budget éducatif à Argenteuil représente 30% du budget. 35%. Donc, nous, on mise gros. Et on fait tout en même temps, au final. Hein. Donc, on fait sur la petite enfance. On met de gros enjeux sur l'enfance, sur nos collégiens, nos lycéens, nos étudiants. Et le but affiché, c'est de soutenir à la fois l'enfant et aussi les familles. Comment se passe ce processus? Sur la parentalité. Alors comment? Alors on a pareil des structures. On a des références. Par exemple, on a nos maisons de quartier, ces grosses maisons de quartier sur la ville, et on travaille le LAEP en fait. Alors LAEP, l'acronyme, je ne me rappelle plus, mais grosso modo, ce sont des lieux de rencontre entre les parents et les enfants. Et on apprend aux parents, justement, à mieux accompagner son enfant dans les apprentissages, dans son développement. Et donc, on a beaucoup de structures qui sont dans cette direction-là. Et à Argenteuil, on est... Et le concept de bienveillance, les parents, ils y adhèrent, ils le comprennent, ou ça reste un vain mot pour certains, non, c'est pas un vain mot, parce qu'en même temps, ça a des résultats. En fait, ça aurait été un vain mot si derrière, on n'avait pas des résultats. Est-ce que je peux vous donner des résultats chiffrés? Non. Non, mais vous avez sûrement des exemples en tête. Voilà, j'ai plusieurs exemples en tête. Par exemple, quand vous faites la fête de la famille à Argenteuil, on a un super grand parc. Hein. C'est 11 000 personnes en fait qui se déplacent. Quand vous faites la fête du 1er mai, c'est pareil, c'est 12, 13, 14 000 personnes. Donc en fait, la famille, elle est complètement ancrée. Donc, mais c'est naturel. Hein. Moi, je me rappelle, je suis argenteuillaise de naissance. Hein. Depuis que je suis enfant, la famille fait partie de la ville. La famille est une charte de confidentialité que j'ai découverte moi avec les familles. C'est quoi cette charte de confidentialité? Quelque part, alors par exemple, on l'a sur les LAEP. On ne prend pas obligatoirement connaissance du nom des personnes. En fait, elles ne sont pas obligées de justifier de leur identité pour pouvoir participer à une activité. C'est pas... On prend vraiment, en fait, je vais reprendre l'idée du McDo, hein. Bon, même si c'est pas français, mais en fait, on reçoit les gens comme ils sont. Venez comme vous êtes. C'est ce que je dis toujours dans cette émission. Exactement. C'est exactement ça, en fait, le challenge d'Argenteuil. Comment on soutient justement la parentalité et quel est le volet le plus important justement dans l'accompagnement que vous nous présentez aujourd'hui au quotidien? C'est quoi leurs inquiétudes, leurs interrogations qui revient peut-être avec récurrence, qui revient sans cesse, et comment vous arrivez à les rassurer? Comme je persiste à dire, hein, le jugement aujourd'hui, il est très simple, hein, d'accuser le parent, ah oui, mais bon, si jamais l'enfant il est comme ça, c'est à cause de ses parents. Moi, comme je dis tout le temps, aucun parent souhaite avoir un enfant mauvais élève. Hein. Sincèrement, tous les parents ont le même souhait, en fait, que leurs enfants soient beaux, intelligents, en bonne santé et réussissent dans la vie. Donc, nous, en fait, par tout ce qu'on propose, comme je vous ai dit, tout est accessible à Argenteuil. La culture est accessible. Est-ce que je vous ai dit que notre budget sportif par enfant représente 120 € par enfant. Et la culture, je crois que c'est sensiblement le double par enfant. Mais comment vous communiquez auprès des familles, justement, sur cette offre culturelle? Comment donc, on a déjà, dans un premier temps, comme je vous dis, on a toutes nos structures qui sont constamment là pour mettre à disposition tous les projets portés par la ville. On a notre site internet. Aujourd'hui, on passe aussi par les ENT.
par le ZENT, et comme on a quand même réussi à créer un vrai lien avec les proviseurs, les principaux de collège, avec les directions, avec les inspecteurs, on essaye de plus en plus de travailler ensemble, on essaie de décloisonner, hein, c'est pas, alors vous allez me dire, waouh, pour une administration, c'est pas évident, mais on décloisonne de plus en plus, et c'est tous les réseaux en fait déjà existants par lesquels qu'on va utiliser pour pouvoir passer l'information. On a parlé du soutien des enfants, du soutien aux familles également, très important. Dans quelle mesure ce soutien, dans la mesure du possible, est personnalisé, individualisé? Regardez par exemple, ne serait-ce que sur la cantine. Aujourd'hui, les familles en fait les plus nécessiteuses ont la possibilité de laisser leurs enfants à la cantine pour 1 euro. D'accord. Je trouve que c'est quelque chose de phare. On a aussi toutes les activités qualitatives, comme par exemple, moi j'ai développé sur la jeunesse une action qui s'appelle les arts oratoires. Alors donc, les arts oratoires sont pilotés par des professionnels. Donc, je travaille avec la FFD, la Fédération francophone des débats. Et donc, ça fait à peu près là, on entame notre 3e année. Et donc, en fait, ils viennent pour donner leur expertise sur la prise de parole, mais pas que. Ils travaillent également avec eux sur l'argumentation. Et une fois par an, on a des débats parlementaires. Ah. Exactement. On a des débats parlementaires. C'est aussi animé qu'à l'Assemblée nationale ou pas, j'imagine? Mieux. Mieux. C'est beaucoup mieux. Il me faut les vidéos. Exactement. Et donc, on a des débats parlementaires. Et là, on se rend compte de ce qu'on propose aux jeunes, quoi. Là, il y a pas très longtemps, je les ai fait intervenir justement sur la grande messe, sur les grands rendez-vous de la cité éducative. Était présent le DAZEN, la préfète déléguée à l'égalité des chances. Et donc, j'ai demandé, moi, mon vœu, et parce que depuis là, en fait, à partir de la rentrée 2023, les cités éducatives vont également soutenir le projet d'art oratoire. Et donc, j'ai demandé aux jeunes, par l'intermédiaire de mes soutiens FFD, de préparer les jeunes à la présentation. Parce que je voulais que la prise de parole, elle change un petit peu. Je trouve que nous entendre parler, ouais, c'est bon. On avait vraiment besoin de leur avis sur les cités éducatives. Et donc, ils ont pris chacun un sujet des cités éducatives et ils ont expliqué pourquoi c'était important pour les jeunes. Et ben, je peux vous assurer que la qualité... Le maire devait passer derrière. Il dit, oh non, pourquoi vous m'avez fait passer derrière? Après, je commence. Voilà. Il ne faut pas commencer toujours. Et bien, ça, effectivement... Toujours la petite introduction, c'est pour moi. Voilà. Mais en fait, ils étaient tellement brillants que là, on se dit... Là, en tous les cas, moi, j'étais hyper fière. Hein, je vous assure, j'avais vraiment les larmes aux yeux en me disant, waouh, je me suis battue, en fait, pour pouvoir monter ce genre de projet. Et j'y arrive parce qu'en fait, je vois des gamins, en fait, issus de la diversité, comme on aime nous nommer. Eh ben, être en capacité de maîtriser la langue des Molières, en fait, à ce niveau-là, d'avoir de l'argumentation, et en plus de l'argumentation qui est également basée sur de l'histoire, qui est basée sur du contemporain, mais qui est également basée sur leur propre vécu et sur leurs propres origines. Et moi, je trouve ça hyper bon. Et c'est là, en fait, le message d'espoir. Et nous, à Argenteuil, on a la capacité d'offrir ça à des jeunes parce que, justement, ils peuvent s'en emparer et c'est gratuit. Je vais citer monsieur le maire d'Argenteuil, Georges Mautron. Oui. Près de 40% des habitants d'Argenteuil sont âgés de moins de 30 ans. Argenteuil, l'une des villes les plus jeunes de France. Notre rôle est naturellement d'être à leur côté et de leur offrir les moyens de s'épanouir, étudier, se former et de travailler. Il rajoute, cette cité éducative est un signal positif pour notre ville. Il fallait le préciser, il y avait... des freins, il y avait en fait, c'est aussi des inquiétudes par rapport au fait d'être estampillé cité éducative, c'est quoi? Nous, en tous les cas, Argenteuil, on l'a reçu comme un véritable soutien parce qu'on a l'habitude de le faire, nous. On a l'habitude, mais des fois, en fait, par exemple, sur le projet... Vous n'attendez pas l'État, mais là, tiens... Non, on a l'habitude, mais en même temps, l'avantage, c'est qu'il nous renforce. Je vous donne l'exemple de mes arts oratoires. Avant, en fait, j'avais un budget de l'État. Hein. C'était financé aux 3/4 ou à la moitié, je ne sais plus exactement au niveau des proportions, mais c'était financé par l'État, par la préfecture. J'étais en capacité d'offrir 2 ateliers les mercredis, un atelier pour les collégiens, un atelier pour les lycéens de 2 heures. Aujourd'hui, grâce aux cités éducatives, je peux proposer des stages de vacances et la préparation en bac. Vous voyez, donc c'est pour ça que le maire, en fait, il le précise. On est capable de le faire, mais avec l'aide de l'État, et puis ça veut dire aussi que l'État nous fait confiance. Il ne faut pas regarder le côté péjoratif non plus. Hein. On va leur donner. Non, c'était vraiment, nous, on l'a pris comme un soutien supplémentaire à tout ce que
tout ce qu'on propose. Déjà, c'est un vrai renfort. Et avec du recul, justement, quels sont les résultats? Est-ce que vous arrivez à le quantifier Alors, à le quantifier, peut-être pas. Je pense qu'il faudra qu'on attende peut-être là, on est sur notre 3e année. Ouais. La première année, en fait, c'était 2021, 2022, 2022, 2023. J'ai vu. Voilà. Et en fait, on était quand même en année Covid. Donc, beaucoup de choses, en fait, ont été un peu retardées sur la mise en place. Moi, je pense qu'on sera en capacité d'avoir un vrai... Là, je peux vous dire plein de blabla. Ah ouais, c'est génial, on a touché tant de jeunes, on a fait ci, on a fait ça. Mais là, aujourd'hui, je pense qu'on a besoin de choses sûres. Parce qu'en fait, quand c'est sûr, quand c'est quantifié, quand on a de véritables indicateurs pour pouvoir évaluer un dispositif, et ben c'est là où on est en crédibilité. Et nous, Argenteuil, on a besoin d'être crédible. On l'est. Moi, dans le quotidien, je le vois. Bien sûr, on est crédible. Mais dans la bouche des médias, pas tout le temps. Parce que moi, un truc qui m'agace systématiquement, il se passe un petit truc. On parle jamais des réussites d'Argenteuil. Ouais. Dès qu'on entend un truc négatif, c'est sur toutes les chaînes de télé. Et c'est pour ça que moi, désormais, j'accepte en fait de parler de ma ville seulement pour donner des choses positives. Et il y a plein de choses positives à dire. Justement, quelles sont les actions, vous, aujourd'hui, que vous avez envie de mettre en lumière? Alors, moi, j'aimerais renforcer les... Alors, Argenteuil, en fait, comme je dis tout le temps, on est un laboratoire. Nous, on a la chance de pouvoir tester les choses, en fait. On peut, moi je joue avec mes collègues, par exemple, on teste beaucoup d'innovations pédagogiques. Comment mieux apprendre, comment travailler de la méthodologie, comment améliorer l'orientation. On tente énormément de choses et je me dis, et je reste persuadée que de toute façon, ce sont les initiatives terrain aujourd'hui qui seront en capacité en fait de définir les politiques de demain en fait. Je me dis, les grands penseurs, l'exécutif systématiquement dire oui, on va faire ci, on va faire ça. Aujourd'hui, il faut regarder le terrain et ce que le terrain est en capacité de générer et construire autour de ça. Et moi, ma foi, elle est là en fait. C'est l'heure de la loupe, c'est avec Alix Nguyen. Oui, au début du mois, la ville d'Argenteuil et le ministère de l'Éducation nationale ont organisé la plateforme d'accueil de la rentrée, un temps d'échange au cours duquel des jeunes en décrochage scolaire et leurs familles sont reçus. Chaque jeune présent s'est vu proposer un accompagnement adapté en vue de construire un projet professionnel via la reprise d'une formation ou encore en réfléchissant à un projet et la façon dont il pourrait le mettre en œuvre. Pour rappel, un jeune est considéré en décrochage scolaire lorsqu'il abandonne prématurément ses études avant d'avoir obtenu un diplôme. À l'occasion de cette journée, plusieurs structures étaient présentes pour aider à trouver des solutions pour cette rentrée, dont la promo 16-18 de l'AFPA ou encore l'association Unicité. Nous, notre travail, c'est d'engager les jeunes de 16-17 ans à travailler sur leur estime, travailler sur leur projet professionnel, à découvrir qui ils sont et pouvoir définir avec eux un objectif, un projet et de les accompagner dans ce projet. Unicité, c'est une association du service civique qui permet de pouvoir accompagner les jeunes en service civique. Parmi les thématiques qu'on propose, on a celle qui s'appelle Booster et ça permet à un jeune qui est en décrochage scolaire de pouvoir faire un service civique en alternance. Alors le conseil que je donnerais aux jeunes qui sont en décrochage scolaire, c'est déjà de se faire confiance, c'est d'initier un mouvement. À partir du moment où vous allez à la rencontre des professionnels, vous aurez forcément des réponses. On doit vous apporter des réponses, on doit vous accompagner, donc il faut absolument se faire confiance. Selon l'INSEE, en France, aujourd'hui, le décrochage scolaire concerne un peu moins de 8% des jeunes âgés de 18 à 24 ans. Plus globalement, en France, depuis 40 ans, le décrochage scolaire est en baisse. La France est même en avance par rapport aux objectifs européens. On note cependant ce qu'on appelle les sortants précoces sont plus souvent issus de la voie pro du lycée et inégalement répartis sur le territoire. France-Lise, ça c'est un dispositif mis en place alors que le décrochage scolaire a déjà eu lieu. Mais qu'est-ce qu'on fait en prévention ? Alors, qu'est-ce qu'on fait en prévention ? Donc, le décrochage, en général, on peut le remarquer dès la... J'ai envie de vous dire, les premiers signes, ça peut être déjà dès la maternelle, dès le primaire, en fait. Vous savez, ces enfants qui ne se réveillent pas le matin. Serait-ce des parents qui
qui ne les force pas à se réveiller le matin. Ou l'après-midi, t'es fatigué, tu vas rester à la maison. En fait, ça, ce sont déjà des premiers signes. Première chose, en fait, il faut donner l'habitude à l'enfant d'aller à l'école régulièrement, en fait. C'est pas optionnel. Déjà, je pense. Et c'est une façon aussi de s'accrocher et puis de donner aussi de la rigueur. De la rigueur, après, Comment on remet les élèves sur le droit chemin une fois qu'ils commencent à décrocher? On a passé des signaux faibles. Sincèrement, c'est hyper difficile. C'est hyper difficile, en fait. Plus c'est tard, plus c'est difficile. Ou des fois, en fait, plus c'est pris tôt, plus ça peut être difficile. Tout dépend, en fait, de l'enfant. Tout Vous dépend avez des de parents qui viennent vous voir, Madame l'adjointe, comment je peux faire? Oui, on a des parents qui ont tout essayé, qui sont dans une situation où ils n'ont pas vraiment de solution. Moi, je pense qu'il y a aussi la bonne rencontre. Parce qu'un jeune... Et c'est exactement la même chose sur l'handicap invisible. L'handicap invisible, par exemple, les enfants 10. Mais bon, il fait rien, il comprend rien. On ne sait pas qu'il comprend rien. C'est juste qu'à un moment donné, il est dyspraxique. Voilà, il a une difficulté et surmonter sa difficulté, c'est si jamais il va surmonter sa difficulté s'il a un projet. En fait. Moi, je pense vers qui on peut se tourner chez vous? Je sais qu'il y a quand même pas mal de dispositifs. Est-ce qu'il y a des dispositifs comme le coaching scolaire? Alors on n'a pas. Alors si en fait, on a du coaching scolaire qui peut être apporté par des psychologues. Je pense qu'il y a des associations également, mais je pense qu'on pourrait aussi s'emparer de véritables innovations qui se font ailleurs sur une nouvelle façon d'apprendre. Peut-être aussi... je pense que ça peut aussi passer par la culture. Peut-être donner des informations liées à la culture, peut-être s'emparer d'un art qui va peut-être permettre de développer des soft skills. Par exemple, je sais pas, l'enfant il est passionné par le piano, et il va commencer à faire du piano. Faire du piano, c'est avoir de la rigueur, c'est de la répétition, c'est de l'assiduité, vous voyez. Donc en fait, l'école en elle-même, si un enfant ne va pas à l'école, c'est qu'il a certainement des raisons, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il est perdu. Il faut trouver ce qui lui plaît. Il faut peut-être trouver ou stimuler sa passion, repartir de cette passion pour pouvoir reconstruire. Alors aujourd'hui, on n'en est pas là encore, parce que parler de passion et école, ça rime pas ensemble. Mais c'est peut-être en fait des tests. Bon, en tous les cas, moi je teste ça. Mais avec votre casquette de professeur, ce prof que je parle cette fois-ci et pas à l'adjointe au maire, vous arrivez encore aujourd'hui à déceler ou de voir les signaux faibles en ce qui concerne le décrochage scolaire? Oui, ça se voit. Ça se voit, par exemple, ça se voit déjà, par exemple, un gamin qui a des absences perlées. Par exemple, il ne vient pas à 8h, mais il arrive à 10h, il reste jusqu'à midi, et puis après l'après-midi, on ne le revoit pas. Ça, c'est un premier signe. C'est un enfant qui peut-être venir... Il y a des gamins qui viennent toujours à l'école et qui dorment. Ça aussi, c'est du décrochage scolaire. Et j'ai en fait une anecdote, une très belle anecdote. C'est un jeune que j'ai rencontré, il était en première. Ce gamin, il dormait depuis la seconde, mais je pense que même depuis la troisième. Dormait quoi? En cours? En cours, oui. Il dormait en cours. Et puis, en fait, donc ça, c'était un gamin que je ne l'avais pas en classe. Mais moi, je l'ai découvert par mon rôle d'élu. J'avais monté un projet, donc c'était... c'était pour un bal de promo. Donc, j'avais mis l'idée de trouver plusieurs jeunes hyper doués en danse et en chant et qui seraient en capacité de faire revenir les jeunes sur les événements jeunesse, parce qu'à un moment donné, on perdait les jeunes sur les événements jeunesse. Et donc, j'ai monté une petite troupe. Et en fait, je découvre que ce gamin qui dormait tout le temps, c'est un excellent danseur. Excellent danseur. Et puis, on a commencé à bosser ensemble. J'ai monté un gros concours sur la ville qui s'appelle La Rancenne, en fait. C'est un concours de chant, de danse. Et c'était à l'époque, en fait, c'était du stand-up. Et ce gamin en a fait partie. Et c'est marrant parce qu'à partir du moment qu'il a décidé que son métier, en fait, il voulait devenir danseur professionnel, il est venu là, il m'a dit, tu vas voir madame. Il m'appelait comme ça. Tu vas voir madame. Tu vas voir madame. Moi, mon bac, je l'aurais. Mais il dormait depuis la seconde. Il m'a dit, tu verras, je l'aurai mon bac. J'ai dit, ok, je te fais confiance. Vas-y. Il a eu son bac. Il a eu son bac, il est rentré dans son école de danse. Aujourd'hui, il est danseur professionnel. C'est magnifique. Et on le salue. Donc, il faut nous l'envoyer, qu'il nous raconte son histoire. Ah, oui, sans problème. Oui. C'est moi toutes ces histoires. Ouais. Et c'est vraiment... à partir du moment où il a trouvé sa voie,
eh ben, il a été en capacité, exactement. Et c'est un danseur, on le voit partout aujourd'hui. L'art en scène, quelle est l'importance de la culture, vous l'avez évoqué, Oui. et du sport. Je crois que ce sont deux volets, deux budgets importants pour la ville d'Argenteuil. Oui. C'est des leviers puissants, justement, en termes d'éducation. Bah oui, regardez, on n'a que des jeunes. Hein. Aujourd'hui... 40% des 115 000 habitants, effectivement, d'Argenteuil. Au moins de 30 ans. Et donc, en fait, ce sont des leviers parce qu'aujourd'hui, la réussite, elle passe par le sport et elle passe par les artistes. Hein. Donc, un jeune, il se dit tous, là, moi, j'en connais plein, qui rappent. Qui chantent ou truc. Et puis en plus, moi j'ai un passé, j'ai travaillé longtemps en maison de disques en fait. D'accord. Avant d'être prof, en fait, j'ai travaillé très longtemps en maison de disques et je pense que ça doit se voir, je sais pas, j'en sais rien, mais ils sont toujours en train de me présenter une maquette, un truc. Et ils ont toujours cette sensation, c'est facile, en fait, rapper, c'est facile. Et je leur dis attention, un métier d'artiste, c'est hyper compliqué, hein, parce que c'est pareil. C'est des soft skills. Rigueur, assiduité, travail personnel, voilà. Et ben, par justement le concours que j'ai monté à Aransen, c'est 16 semaines de coaching par des pros en chant et en danse. Et au bout de 16 semaines, ils doivent avoir atteint un niveau professionnel. Et donc, cette année, on a accueilli une jeune fille, je ne vais pas dire son nom, une jeune fille qui est schizophrène. D'accord. Et une autre qui a un syndrome autistique. Et elles ont décidé de participer justement à Aransen. Et c'est un programme qui est hyper difficile parce que la directrice artistique, que je salue, qui s'appelle Gisberte Landré, avec qui je travaille, elle est hyper exigeante. Elle a une exigence, il n'y a pas. Tout le monde est normal dans sa classe. Tout le monde est normal. Et tout le monde a les capacités d'atteindre les objectifs qu'elle a fixés. Et ben moi, j'ai vu ces deux gamines. Il y en a une, au début, elle n'arrivait même pas à toucher une poignée de porte. Quand je la voyais sur les ateliers, elle était cachée derrière un rideau. Et au bout de 16 semaines, je l'ai vue tenir la scène. De A à Z, avec le sourire, à toucher le micro, à danser. Sa mère est en larmes, moi-même j'ai pleuré. Je me dis, waouh, on est capable de faire ça aujourd'hui. Voilà, ça c'est une expérience argenteuillaise. C'est la plus belle des récompenses. Exactement. Ah oui, moi oui. Ouais. Mais je vous dis, à chaque fois je pleure. Ouais. À chaque fois je pleure parce que je me dis... les images. On veut les on images. Mais à chaque fois, en fait, bien sûr, je pleure parce qu'en fait, moi je le fais par le cœur, en fait. Je sais ce que la vie m'a donné, je sais ce que les gens m'ont donné, et il est hors de question, en fait, que je fasse de la politique pour ne pas redistribuer tout ça. C'est pas la peine. Sinon, je fais autre chose. Mais mon but, c'est d'honorer, en tous les cas, toutes ces personnes qui ont traversé ma vie, comme le maire d'Argenteuil, M. Motron, Georges Motron, il m'a donné ma chance. Donc, moi, je suis hyper reconnaissante et la façon de les remercier, c'est de faire ce que je fais. Comment la ville d'Argenteuil travaille main dans la main, ou pas d'ailleurs, avec le département, la région? Est-ce que tout ce petit monde tire dans le même sens en matière d'éducation? Complètement. Ouais. Complètement, parce qu'en plus, j'ai un maire qui est plutôt... c'est une pop star, en fait. Non, mais en fait, il est très proche. En fait, il a beaucoup bossé avec la directrice du département, la présidente du département. Ouais. Il est très proche de Marie-Christine Cavecchi. Donc, en fait, les relations sont quand même... Ça favorise. Ça favorise, en fait. Elle lui fait confiance. Ils ont confiance réciproquement. Donc, on a beaucoup de facilité à porter le projet. Et puis, au niveau de la région Île-de-France, il est très proche de Valérie Pécresse. Exactement, puisque c'était député tous les deux. Exactement. Donc, au final, en fait, les relations, elles sont très simple. Et comme je vous dis, nous à Argenteuil, comme on travaille le terrain, donc on a toujours en tous les cas, on n'arrive pas avec quelque chose de zéro. On arrive avec quelque chose, en fait, qui a déjà porté ses fruits. On dit, voilà, regarde les résultats, je t'ai invité, t'as aimé ou pas? Ouais, t'as aimé. Bon, tu m'aides? Tu participes? C'est comme ça, en fait. C'est comme ça. C'est comme ça. Puis il y a même d'autres personnes qu'on arrive à persuader, je vous assure. Il faudra revenir. Oui, sans problème, avec plaisir. Avec la directrice d'Aransen, pour commencer. Vous voulez la directrice artistique? Ouais. Je lui dis, elle vient tout de suite. C'est celle qui est très dure. Ah ouais, elle va adorer. Vous allez voir. Parce qu'Alix et moi, on veut passer le casting. Mais on va s'entraîner. Allez-y. Ah oui. On va passer le casting. Un grand merci à vous, en tout cas, France-Lise Ballet. Je rappelle, vous êtes adjointe au maire d'Argenteuil, déléguée aux affaires scolaires à la jeunesse. Également professeur dans la filière STMG. Alix, merci. Merci. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de School TV Le Mag. Ciao.